Bonsoir. À quoi est-ce qu'on pense quand on entend parler de l'univers? Est-il infini ou a-t-il des limites? Quand j'étais petite, j'étais toujours fascinée par tout ce qui concerne l'univers, à savoir sa formation, ses différentes constituants. Et la principale question que je me posais était: comment la vie est-elle apparue sur Terre? À l'époque, je pensais qu'il y avait des réponses exactes à toutes ces questions, mais je n'arrivais tout simplement pas à les avoir, étant donné que l'astronomie était un domaine non connu au Burkina. Et donc, plus tard, quand je suis arrivée à l'université, l'université de Ouagadougou, bien sûr, j'ai opté de faire la physique pour pouvoir devenir plus tard ingénieur en génie civil. Et c'est là... Et j'étais confrontée à des propos du genre: la physique est trop compliquée pour une femme et que ça sera difficile pour toi de t'en sortir là-dedans, et que même je risquais de devenir folle par la suite. Mais étant donné que j'étais déjà déterminée, je ne me suis pas laissée influencer par ces propos. Et donc, j'ai poursuivi mon parcours universitaire normal. Et comme par miracle, quand je suis arrivée à ma maîtrise, l'astronomie venait d'être intégrée au Burkina comme matière optionnelle en physique. Et je n'ai donc pas hésité à suivre le cours qui était dispensé plutôt par le professeur Claude Carignan, qui est chercheur astronome qui venait du Québec. Je vous assure que j'ai tout de suite été éblouie parce que j'avais appris pendant le cours. Et c'est là que j'ai découvert que notre connaissance de l'univers était encore jeune et évoluait avec le temps. Par exemple, jusqu'au début du XXe siècle, les astronomes pensaient que l'univers se limitait à notre galaxie, la Voie lactée, au-delà de laquelle il n'y avait plus rien, tout s'arrêtait là. Ils pensaient aussi que l'univers était statique, c'est-à-dire immuable, qui ne change pas, donc sans histoire, car on ne parle d'histoire que quand le passé n'est pas la même chose que le présent, ainsi que le futur. Donc c'est dans les années 1929 qu'un astronome américain du nom de Edwin Hubble, en observant le ciel avec un gros télescope, découvre des galaxies au-delà de la Voie lactée. Et ce n'est pas tout. Il va aussi remarquer que les galaxies s'éloignent plus vite les unes les autres qu'elles sont loin dans l'espace. Cela veut dire tout simplement que les galaxies qui étaient plus loin s'éloignaient davantage plus vite que celles qui étaient plus proches. Il va donc conclure que l'univers est loin d'être statique, mais serait plutôt en expansion. Et cette découverte va révolutionner le monde de la science et permettre la découverte de milliards d'autres galaxies par la suite. Mais à quoi ressemble une galaxie? Cette image est l'image de notre galaxie, la Voie lactée. Et ce petit point, c'est le système solaire, c'est-à-dire notre place dans la galaxie. Quand je parle de système solaire, je fais allusion au Soleil, notre planète Terre et les autres planètes. Donc le système solaire ici, il est situé à 30 000 années-lumière du centre de la galaxie. Mais c'est quoi une année-lumière? Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Par exemple, quand on prend le Soleil, il est situé à 8 minutes-lumière. Parce que la lumière prend 8 minutes du Soleil pour nous atteindre sur Terre. Donc, lorsque nous observons le Soleil, nous ne le voyons pas tel qu'il est maintenant, mais tel qu'il était il y a 8 minutes. Et cette galaxie que nous voyons là, elle contient des centaines de milliards d'étoiles comme le Soleil. Et notre Soleil, c'est une étoile de
taille moyenne. Et si nous voulons représenter la taille du Soleil par rapport à la Terre, voilà à quoi ça ressemble. Là, on voit que la Terre est plus petite par rapport au Soleil. En termes de taille, le Soleil fait plus de 100 fois la taille de la Terre. Et notre galaxie, quant à elle, contient des centaines de milliards d'étoiles comme le Soleil. Donc, une galaxie, c'est gigantesque. Si vous prenez le Soleil comme un point comme ça, notre galaxie, elle aura plus de 35 fois la taille du Burkina Faso. C'est géant. Et l'univers observable, quant à elle, contient des centaines de milliards de galaxies. C'est énorme. L'univers est gigantesque. Mais détrompez-vous. Cela ne représente qu'une infime partie de l'univers. Le satellite Planck, lancé en 2009, nous a permis de tracer les différents constituants de l'univers, à savoir 5% de l'univers serait constitué de composantes visibles, c'est-à-dire des composantes constituées de protons, neutrons et d'électrons. Et comme j'avais mentionné précédemment, je parlais de galaxies, d'étoiles, de planètes. Donc tout cela représente l'univers visible et ne représente que 5%. Les 95% restants est composé de composantes invisibles qui seraient reparties. Là, il n'y a pas les proportions, mais ils seraient repartis environ 24% de matière noire et 71% d'énergie sombre. On voit maintenant, on les appelle composantes invisibles tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations concernant ces composantes vu qu'on n'arrive pas à les observer. On voit maintenant que pour comprendre la formation et l'évolution de notre univers, il sera très intéressant de comprendre les composantes invisibles de notre univers. Et tout cela m'a donné une motivation pour continuer dans la recherche en devenant plus tard chercheur en astrophysique. Donc après ma maîtrise, j'ai décidé de faire un DEA en physique appliquée. Parce qu'il n'y a pas de DEA d'astrophysique au Burkina, mais on a la possibilité pendant son DEA de choisir comme option de recherche astrophysique. Et c'est ce que je n'ai pas hésité de faire. Mais mon entourage n'a pas compris mon choix de faire ma recherche en astrophysique. Car selon eux, c'est une perte de temps. Ça ne va rien m'apporter. Étudier les objets de l'univers ne m'apportera pas grand-chose, vu que toutes les ressources se trouvent sur Terre. Mais j'ai la chance d'avoir des parents qui sont compréhensifs et qui m'ont toujours soutenu dans mes choix. Donc quand je leur ai expliqué mon cas, que je voulais continuer dans la recherche en tant qu'astrophysicienne, ils m'ont dit, si ça te plaît, pourquoi pas, lance-toi. Donc après mon DEA, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour continuer mes études en France, précisément au laboratoire d'astrophysique de Marseille, où je travaille avec le professeur Philippe Ambram et le professeur Claude Carrien. Et quand je suis arrivée à Marseille, je me suis d'abord familiarisée au monde de la recherche, en participant à des missions utilisant de grands télescopes et en apprenant à réduire et analyser les données. La chance m'a souri une deuxième fois, parce que j'ai eu la chance d'obtenir un financement de l'Université de Cape Town en Afrique du Sud. Et cela allait me permettre d'effectuer ma recherche entre les deux instituts, c'est-à-dire le laboratoire d'astrophysique de Marseille et l'Université de Cape Town. Maintenant, pour ce qui concerne mon sujet de thèse de doctorat, comme j'avais entendu parler de la matière sombre de l'univers, qui représentait environ 24% de l'univers,
et dont sa présence, sa connaissance pourrait contribuer à mieux connaître l'origine de l'univers ainsi que l'origine de la Terre, j'ai opté de faire ma recherche sur cette matière. Donc, pour mon sujet de thèse, j'ai décidé de travailler sur la distribution de la matière noire à l'intérieur des galaxies. L'histoire de la matière noire a commencé dans les années 1933, lorsqu'un astronome suisse du nom de Fritz Zwicky, en étudiant le mouvement des galaxies à l'intérieur d'un amas, découvre que les galaxies tournaient plus vite qu'elles ne devraient. Et cela n'est pas dû à la présence de matière visible dans l'amas. Quand je parle de matière visible, je fais allusion aux protons, neutrons, électrons, tout ce qui constitue les galaxies, les planètes, et nous tous ici dans cette salle. Et donc, il va conclure que le fait que les galaxies tournaient vite à l'intérieur de l'amas, cela est dû à une présence de matière invisible. Mais sa découverte n'a pas été prise au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en bonne collaboration avec son équipe à l'époque. Il ne s'entendait pas du tout. Donc il a fallu attendre 40 ans plus tard, c'est-à-dire dans les années 1970, pour qu'une scientifique américaine du nom de Vera Rubin, en étudiant la courbe de rotation d'une galaxie, découvre que les galaxies, les objets situés à l'extrémité des galaxies tournaient plus vite que ceux qui étaient situés au centre. Sa découverte n'entre pas en vigueur avec la loi de Newton, puisque la loi de Newton prédit que plus un objet est proche du centre, plus il tourne plus vite. Si nous prenons le cas du système solaire, Mercure, ou peut-être la planète Terre, qui est plus proche du Soleil, tourne plus vite que Jupiter, par exemple, qui est plus éloigné. Donc, Vera va conclure l'existence d'une matière invisible qui serait à l'origine de ce fait. C'est maintenant que les astronomes vont prendre l'existence de la matière noire au sérieux. Pourquoi matière noire? Tout simplement parce qu'elle n'est pas détectable. On n'arrive pas à l'observer. Néanmoins, on peut l'étudier. Mais comment arrive-t-on à étudier une matière si on n'arrive pas à la détecter? Lorsqu'on observe des objets lointains contenant une grande quantité de matière noire, par exemple des galaxies ou des amas de galaxies, on observe une déformation des objets qui se trouvent à l'arrière-plan. Et cela est dû au fait que la matière noire dévie la trajectoire de la lumière. Et cela est appelé lentille gravitationnelle. Et les lentilles gravitationnelles permettent de déterminer la quantité exacte de matière noire dans l'espace et la façon dont elle est distribuée. Je vais prendre un exemple banal. Lorsque vous mettez une pièce dans un grand récipient d'eau et que vous observez la pièce, elle a l'air déformée. Cela est dû au fait que la trajectoire suivie par la lumière est déformée par l'eau avant d'atteindre notre œil. Ici, l'eau est en quelque sorte invisible. Donc, elle joue le rôle de matière noire. C'est ce qu'on observe lorsqu'on observe des objets qui traversent une grande quantité de matière noire. Parce qu'elle joue la matière noire déforme la trajectoire de la lumière qui la traverse. On peut aussi déterminer la distribution de la matière noire à l'intérieur des galaxies, comme l'a fait Vera Rubin, en utilisant la vitesse de rotation de la galaxie en fonction du rayon. Par exemple, sur cette image, la courbe verte représente la courbe de rotation de la galaxie et la courbe jaune, c'est celle de la matière visible. Vous voyez bien que la courbe jaune
ne décrit pas la coupe verte dans la galaxie. Donc, il faut inclure une autre matière. Et cette matière, on n'arrive pas à l'observer. Donc, c'est la matière noire. Et ça, c'est mon travail de doctorat. C'est mon travail de thèse. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise plusieurs méthodes pour déterminer la distribution de la matière noire à l'intérieur des galaxies. Et le but, c'est de trouver une méthode standard qui pourrait être utilisée pour déterminer le comportement de la matière noire dans toutes les galaxies. Et ce que mon équipe et moi avons trouvé jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas un modèle qui, à lui seul, englobe toutes les galaxies, étant donné que les galaxies n'ont pas les mêmes propriétés. C'est un peu comme les humains. Il y a les petits, il y a des grands, il y a des vieux, il y a des jeunes, et j'en passe. Maintenant, étant dans le domaine de la recherche, je ne cherche plus à avoir des certitudes sur les questions concernant l'origine de l'univers et l'origine de la Terre, car je vois à tel point notre univers regorge encore des mystères qui restent à être élucidés. Une bonne nouvelle pour le Burkina, c'est qu'il y a un projet d'installation d'un télescope de recherche et une équipe d'astronomes en formation. Et donc, dans les années à venir, le Burkina pourra contribuer à élucider ces mystères de l'univers et peut-être apporter une connaissance quant à l'origine de notre univers ainsi que de notre planète Terre. J'aimerais finir par lancer un message pour mes jeunes sœurs. J'aimerais dire, quand vous avez des ambitions et que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser, de ne pas vous laisser influencer par votre entourage et même souvent par la société. Je vous remercie.